bonsoir et bienvenue dans le 7-8 pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 11 mars, voici les titres de l'actualité. Le déplacement de Bruno Le Maire à Buc cet après-midi, le ministre de l'économie, en compagnie de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, a visité le site de GE Healthcare, l'occasion pour lui de prononcer un discours consacré aux économies d'énergie et à la sobriété énergétique et de faire plusieurs annonces. Un projet qui suscite de vives oppositions, celui de construire à Magnanville une prison de 700 places à proximité directe du lycée et d'un quartier pavillonnaire. Samedi, près de 400 personnes ont défilé dans les rues pour dire non à la future maison d'arrêt voulue par le ministère de la Justice à l'horizon 2027-2028. Plaisir, puissance 5, 5e victoire d'affilée pour le PRC en Fédéral 2 de rugby. Hier à domicile, les Yvelinois l'ont emporté 34-9 contre Gennevilliers pour le compte de la 18e journée. Grâce à ce succès, les Plaisirois sont toujours leaders du championnat. Le résumé de la rencontre à suivre. Et puis notre invité du 7-8 a participé à 32 Rallye Dakar. Jean-Pierre Strugo, 77 ans, était même le doyen de la dernière édition qui s'est déroulée en janvier en Arabie Saoudite. Le pilote de Château était au volant d'un buggy de la team MD Rally. Il sera avec nous en deuxième partie d'émission. Mais avec moi tout de suite, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV 78 et on fait le point tout de suite avec vous sur les informations du jour dans les Yvelines. Et on commence, Mickaël, avec la visite de deux ministres aujourd'hui dans les Yvelines. Il s'agit du ministre de l'économie Bruno Le Maire et du ministre délégué chargé de l'Europe Jean-Noël Barrot. Ils se sont rendus cet après-midi sur le site de l'entreprise GE Healthcare à Buc. Depuis 2019, la société a investi pour réduire son empreinte environnementale. Elle a par exemple remplacé ses équipements énergivores et fait des travaux d'isolation. En 4 ans, elle aurait ainsi atteint une réduction de 30% de ses émissions. Bruno Le Maire a également profité de cette visite pour annoncer plusieurs mesures concernant la sobriété énergétique et les économies d'énergie. Le gouvernement souhaite notamment diminuer de moitié nos émissions énergétiques d'ici 2050. Pour les particuliers, le ministre de l'économie a également annoncé un supplément de 800 000 € pour la rénovation des bâtiments. On le voyait donc aux côtés de Bruno Le Maire, Jean-Noël Barrot qui était également présent dès ce matin, au lycée franco-allemand de Buc. Effectivement, Grégory, le ministre délégué chargé de l'Europe et son homologue Anna Lurman se sont rendus au sein de l'établissement pour échanger avec les élèves. Pendant 1 heure, les deux ministres leur ont demandé leurs attentes, leur vision et leur envie pour l'Europe. Le but de cette visite, c'était d'accueillir à Paris mon homologue, ministre chargé de l'Europe en Allemagne, Anna Lurman, et bien évidemment de l'inviter dans ma circonscription, ici à Buc, au lycée franco-allemand, qui est une institution clé de la coopération et de l'amitié franco-allemande. Politique plus locale à présent, Mickaël, le maire de Villepreux, Jean-Baptiste Amonique, a été réélu président du Modem des Yvelines. L'élection a eu lieu ce samedi 9 mars. Jean-Baptiste Amonique est réélu à la tête du mouvement démocrate 78 pour un deuxième mandat de 3 ans. Le jeune maire de 31 ans a fait l'unanimité sur X, anciennement Twitter. Il a remercié les adhérents qui lui ont unanimement renouvelé leur confiance. Et en cette année d'élection européenne, il a affirmé que sa priorité allait être l'Europe. Une mobilisation d'enseignants et de parents d'élèves aujourd'hui devant le collège Paul-Éluard à Guyancourt. Ils protestent notamment contre le manque de moyens qui leur sont attribués et la fermeture de 2 classes à la rentrée prochaine. Ils demandent également l'abandon des groupes de niveau et souhaitent des classes avec des effectifs convenables. Vendredi dernier, l'opération Saveurs Olympiques était de passage dans les Yvelines. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Saveurs Olympiques, Grégory, c'est une initiative de la préfecture d'Île-de-France. Les objectifs, mettre en avant le patrimoine culinaire de notre région, présenter au public les différents métiers du secteur agricole, mais aussi proposer des animations sportives comme du rugby, de la marche nordique ou du basket fauteuil. Vendredi dernier, l'événement faisait escale à Rambouillet. Gérard Larcher, le président du Sénat, et Florence Guilbert, la sous-préfète de Rambouillet, se sont rendus sur place. Les Jeux Olympiques, ça n'est pas qu'un moment uniquement sportif. Ça doit être un moment de partage, d'unité nationale, de rencontre. Et c'est ce qui est exprimé, me semble-t-il, aujourd'hui. C'était très important de pouvoir finalement, à travers ces actions, il n'y a pas que celle-ci, de bien montrer que les Jeux Olympiques, ça s'adresse à tout le monde. Et comme le disait le président, c'est pas juste le jour des épreuves olympiques, mais c'est vraiment faire monter ensemble cet esprit de participation et d'échange. Prochaine étape à Draveil dans l'Essonne, Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, Cergy dans le Val d'Oise et Meaux en Seine-et-Marne. Direction Poissy à présent, Mickaël. Samedi matin, les Pissiaquais ont retrouvé un tag sur les murs de la collégiale.
Oui, vous le voyez sur votre écran, un tag sur lequel on peut lire Jésus NTM. La maire Sandrine Bernot dos Santos a exprimé son indignation sur X. Elle a également tenu à affirmer son soutien à la communauté catholique. La policière espère retrouver l'auteur de ce tag grâce aux caméras de surveillance. Les équipes techniques ont également été mobilisées pour nettoyer la collégiale qui date du XIIe siècle. Enfin, retour sur la journée internationale des droits des femmes. C'était vendredi dernier. La ville d'Elancourt organisait plusieurs animations. Qu'est-ce que le féminisme ou encore qu'est-ce que le consentement? Les Élancourtoises étaient invitées à se questionner sur ces sujets-là. Une exposition était également proposée, tout comme plusieurs ateliers pâtisserie, yoga, bien-être ou encore boxe. Alors on fait ce rendez-vous tous les ans pour justement montrer que les droits des femmes, ce ne sont pas des droits qui sont forcément acquis, qu'elles ont mis des années à acquérir tous ces droits. Et que pour beaucoup de personnes, cette journée, le 8 mars, c'est plutôt la journée de la femme. Donc elles pensent que c'est pour fêter la femme, alors que finalement ce n'est pas forcément ça. En France, selon l'Observatoire des inégalités, les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes. Elles consacrent également plus de temps par jour pour les tâches domestiques que les hommes. Merci Mickaël, on vous retrouve dans quelques instants pour les actualités sportives dans le département. Et n'oubliez pas le hashtag 78news si vous souhaitez nous partager une actualité qui vous a marqué près de chez vous dans les Yvelines. La colère ne faiblit pas à Magnanville. Le projet du futur centre pénitentiaire qui doit sortir de terre à l'horizon 2027-2028 continue de créer la discorde auprès de la municipalité et des habitants. Et ce, après le choix du ministère de la Justice d'implanter la maison d'arrêt près d'habitation et du lycée Léopold Sédar Senghor. Samedi, une manifestation s'est tenue dans les rues de la ville. Régine Ralèche et Julien Leroy. Non à la prison! Le froid, le vent, la pluie, rien ne les arrête. Près de 400 manifestants ont marqué une fois de plus leur opposition à la future maison d'arrêt prévue à Magnanville à l'horizon 2027-2028, une prison qui doit accueillir 700 détenus. Construire une prison à quelques centaines de mètres d'habitation, d'un lycée, d'équipements sportifs, de résidences pour personnes âgées, c'est aberrant, quoi. C'est irresponsable, je sais pas, faut peut-être un petit peu à réfléchir là. On se demande pourquoi ils ont choisi ce champ, alors qu'il y a des friches dans toutes les Yvelines et ailleurs d'ailleurs, où ils auraient très bien pu construire cette prison. Ce choix est totalement incohérent. Pour éviter la construction de la maison d'arrêt à Magnanville, plusieurs options avaient été proposées, notamment sur des friches industrielles voisines à Aubergenville ou sur le site de Renault à Flins, un projet qui mobilise aussi les élus du territoire. De nombreux maires étaient ici avec moi et m'entouraient aujourd'hui pour dire qu'ils étaient prêts. Le maire de Mantes-la-Ville, madame le maire de Guerville, on a travaillé sur des propositions alternatives sur des friches industrielles à Guerville-Mantes-la-Ville et l'État l'a balayé d'un revers de main alors qu'il y avait la potentialité. J'ai décidé de venir porter avec la municipalité, avec les habitants ce combat parce que ce combat a toute légitimité. On ne construit pas une prison sur des terres agricoles à proximité d'un lycée, c'est pas possible. Pour l'heure, des avocats ont été mandatés par l'association Tous Mobilisés contre la prison et par la municipalité afin de contester la décision de l'État. Au cours du dernier conseil de la communauté urbaine, 113 des 141 élus s'étaient prononcés en faveur de l'opposition au projet. Depuis une semaine, les Yvelines ont un nouveau préfet. Frédéric Rose, 50 ans, a pris ses fonctions le 4 mars dernier. Il succède à Jean-Jacques Brault en poste pendant quasiment 6 ans dans le département, avec qui il a travaillé d'ailleurs par le passé comme directeur de cabinet dans les préfectures de Vendée et du Finistère. Magistrat de formation, Frédéric Rose est donc passé par plusieurs préfectures au cours de sa carrière, mais aussi par les cabinets du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de Marlène Schiappa quand elle était ministre déléguée à la citoyenneté. Le haut fonctionnaire qui compte une expertise dans la lutte contre l'islamisme et la délinquance a été pendant les 3 dernières années conseiller intérieur sécurité auprès du président de la République Emmanuel Macron. Nous avons pu rencontrer le nouveau préfet des Yvelines avec Patrick Jacques de Dixmude. Frédéric Rose nous détaille ses priorités. D'abord la sécurité, qui est vraiment l'enjeu essentiel. On ne peut rien construire si les gens ne vivent pas en sécurité. Donc il y a un travail aussi là considérable qui a été fait depuis des années. Je vais le poursuivre en me concentrant sur la lutte contre les stupéfiants. Donc j'ai demandé aux policiers et aux gendarmes là,
continuer à travailler et d'intensifier la lutte contre les trafics. Ma deuxième priorité, c'est bien sûr d'accompagner et de valoriser les atouts du département des Yvelines. L'économie, l'emploi, l'environnement, le rayonnement de ce territoire est fabuleux. Je suis attentif aussi au lien social, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est un département qui est extraordinaire, mais qui a aussi des formes de disparité. Il y a des territoires où il y a des fragilités sociales, familiales. Donc là, on est là pour les protéger, les accompagner. Et enfin, je suis un préfet de la République, donc je serai particulièrement attentif aussi au respect des valeurs de la République dans ce territoire-là. On a un engagement, ce département a été marqué dans le passé par des attentats graves et je suis allé moi dès mon arrivée sur place honorer la mémoire de victimes des attentats. Donc c'est un département qui a connu des fractures, des cassures par moment. Donc là moi je suis là aussi pour défendre les valeurs de la République. Autre dossier prioritaire, l'organisation des Jeux de Paris 2024. L'objectif pour le nouveau préfet, rendre cet événement le plus festif possible. Et cette interview de Frédéric Rose sera retrouvée en intégralité demain après le 7-8 à 18h30 sur TV 78. Le préfet qui, en cette journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, a présidé ce matin une cérémonie à la préfecture des Yvelines à Versailles. Le département a été frappé à 3 reprises dans les dernières années par des actes terroristes. En 2021 à Rambouillet avec l'assassinat de la policière Stéphanie Montfermé, celui du professeur Samuel Paty en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine et l'assassinat du couple de policiers Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin en 2016 à Magnanville. D'ailleurs, une cérémonie s'est également tenue ce matin à Magnanville. Vous le voyez sur ces images en présence du sous-préfet de Mantes-la-Jolie, Jean-Louis Hama. On en parlait dans les titres vendredi dernier, c'était la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, une journée défense et citoyenneté exceptionnelle était organisée à la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay. Le but, sensibiliser les jeunes à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le reportage de Clara de Frutos. Étape obligatoire pour tous les citoyens français, la journée défense et citoyenneté rassemble chaque année 800 000 jeunes. L'objectif, comprendre les enjeux de la défense et promouvoir les différentes formes d'engagement au sein des armées. Pour cette session, organisée lors de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs femmes militaires sont venues partager leur parcours à la base aérienne de Vélizy-Villacoublay. Donc nous avons fait venir des femmes pour témoigner de leur carrière. On a eu une photographe, une pilote. On a essayé de panacher au maximum les différentes carrières possibles dans l'armée pour présenter aux jeunes filles, leur ouvrir des perspectives et puis également pour que les garçons aient connaissance des carrières des femmes dans l'armée également. Pendant près d'une heure, 4 professionnels ont pu échanger avec les 50 futurs jeunes citoyens présents. Le but, faire évoluer les mentalités, mais aussi montrer qu'il existe de nombreuses opportunités de carrière dans le secteur. Je suis là aujourd'hui pour expliquer à quoi sert une défense pour notre pays et pour expliquer qu'il y a plein de possibilités dans les armées. J'ai à cœur aujourd'hui d'expliquer tout ça aux jeunes pour leur dire qu'il y a tout un monde qui s'offre à eux et ça dès un niveau 3e. En fait, j'étais venue témoigner parce que je trouve qu'on ne nous écoute pas assez. Donc, depuis 2019, j'ai vu vraiment l'évolution qu'il y a eu à l'armée de l'air. Donc, vraiment, même dans les autres armées. Les femmes, maintenant, sont beaucoup plus entendues et sont beaucoup plus respectées. Parce que je sais que quand je m'étais engagée, il y avait eu beaucoup de soucis au niveau de la hiérarchie, que ce soit une femme. Ça posait beaucoup plus de problèmes que quand c'était un homme. On peut être militaire femme, travailler avec 114 hommes autour de vous. Et moi, je sais que c'est le cas à l'Escadron Protection. Donc, on est 9 filles. Et le reste, c'est que du personnel masculin. C'est d'abord en tant qu'infirmière que les femmes ont pu intégrer pour la première fois l'armée française en 1909. Ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'elles obtiennent plus de responsabilités. Et en 1976, Valérie André devient la première femme générale. J'ai appris les différents métiers. Je ne savais pas du tout qu'il y avait dans un domaine plusieurs métiers différents. Selon un rapport du ministère des Armées publié en 2021, les armées françaises comptent aujourd'hui 16,5% de femmes dans leur rang, ce qui en fait l'une des armées les plus féminisées au monde. Les actualités sportives dans le département, c'est tout de suite dans le 7-8. Avec Mickaël Elmidoro, toujours installé avec moi en plateau. Vous êtes toujours là et on parle tout de suite de rugby. Plaisir s'est imposé ce week-end à domicile contre Gennevilliers dans le championnat de Fédéral 2 après une première période accrochée et marquée par une bagarre générale. Les Plaisirois ont réussi à l'emporter 34-9. Le résumé du match, des images de Mélanie Poquet.
Leader de Fédéral 2, Plaisir recevait Gennevilliers pour le compte de la 18e journée. Favoris de la rencontre, les Plaisirois sont bousculés en première période dans une ambiance électrique. Ils font beaucoup de fautes et subissent le jeu au pied des visiteurs. Les joueurs locaux sont finalement menés 9-6 à la pause. En première mi-temps, je pense qu'ils étaient bien en place. Ils étaient venus avec... Puis ils ont tout de suite commencé à envoyer du jeu, nous rentrer dedans comme ils savent faire. C'est une équipe qui est assez dense et qui est assez frontale. Mais on ne sait pas, quand moi je prends un carton jaune à un moment, on reste à 14 et on prend que 3 points. Donc c'est plutôt positif, les gars se sont serrés, on a vraiment été solidaires sur toute cette première mi-temps pour laisser passer l'orage un peu. En seconde période, Plaisir arrive à se ressaisir et accélère pour mettre les visiteurs en difficulté. Et cette stratégie fonctionne, les Yvelinois marquent 3 essais devant leurs supporters pour passer devant et l'emporter sur le score de 34-9. Une victoire physique mais aussi tactique qui leur permet d'être toujours leader de la poule. Et c'est collectivement avec l'entrée des remplaçants aussi qui a apporté beaucoup de fraîcheur. Donc on a déroulé. Après, je pense que c'est dû au travail qui a été fait devant, qui a été fait le travail qu'on voit pas trop. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Ça se finit très bien, une très très belle deuxième mi-temps où on enchaîne les bonnes séquences, on marque des beaux essais. On va chercher le bonus, on confirme aussi de belles choses qu'on travaille depuis un moment et qu'on concrétise aujourd'hui, donc c'est forcément super positif. On n'a pas réussi à maintenir notre place de leader sur les matchs allés et c'est vrai que le gros objectif maintenant c'est de la conserver. Pour conserver leur première place, les Plaisirois vont enchaîner 5 matchs consécutifs. Pour le premier match de cette série, les Yvelinois se déplaceront sur le terrain d'Orsay ce dimanche 24 mars, les 3e du classement. Dans les autres rencontres de Fédéral 2, Versailles s'est incliné 30-18 à domicile face au Reux et le MLSGP s'est imposé 30-24 sur le terrain d'Amiens. Au classement, Plaisir est donc leader, le MLSGP est 8e et Versailles est 9e après 18 journées disputées. Toujours en rugby, on en est fiers. Mickaël, un Yvelinois fait ses débuts avec le 15 de France ce week-end. Oui, vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé le match du tournoi des 6 nations entre la France et le Pays de Galles. Le Versaillais Léo Barré a honoré sa première sélection chez les seniors. L'arrière du Stade français a disputé cette 4e journée. Il a joué tout le match et les observateurs l'ont trouvé plutôt bon sur cette rencontre, sur cette victoire du 15 de France. Une sélection qui devrait en appeler d'autres dans le futur pour le joueur de 21 ans. On a vu la petite signature sur son maillot derrière, c'était bien marqué Rugby Club de Versailles et donc il porte haut et fier ses couleurs des Yvelines. On va parler maintenant de football et plus précisément du FC Versailles. On reste à Versailles mais on parle de foot. À Versailles. On jouait ce week-end la 24e journée du championnat de national. Versailles a réussi à égaliser face à Nancy pour arracher le match nul. C'est Gustave Akwesson qui a marqué pour les Versaillais face au 5e du classement. Ce match nul permet aux Versaillais d'occuper la 11e place du championnat avec un peu de marge sur les places de relégables. Prochain match pour les joueurs de la Cité Royale ce vendredi sur le terrain de Cholet. Le football américain, et ça va mal pour les Templiers d'Elancourt. On jouait ce week-end dans le championnat de 2e division Casque d'Or. Les Templiers d'Elancourt ont subi leur 3e défaite de la saison. Ils se sont inclinés ce samedi soir sur le terrain des Dragons de Paris. Le score 22-0. Cette défaite est lourde de conséquences pour les Élancourtois, toujours dernier de leur poule 1 de la conférence B. Et de la course à pied à présent avec le semi-marathon de Rambouillet. 3000 coureurs ont participé ce dimanche 10 mars à la 36e édition du semi-marathon de Rambouillet. Au bout de l'effort, le coureur des foulées de Saint-Germain, Antoine Rondeau, a remporté pour la 3e fois consécutive ce rendez-vous avec un temps de 1h 8 minutes et 40 secondes. La compétition reviendra l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et vous nous emmenez à Achères pour terminer ces informations sportives. L'athlète handisport de haut niveau Thibaut Lefrançois, membre de l'équipe de volley assis, était présent aujourd'hui dans la commune. Ce sportif qui devrait participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024 est venu rencontrer des patients et des professionnels de l'Institut de réadaptation pour partager son vécu et ses challenges. On écoute Thibaut Lefrançois au micro de Gabriel Gontier. L'idée c'est de générer des envies aussi chez les patients dans le sens où même si on est en situation de handicap, on peut pratiquer des sports, il y a plein de sports qui sont adaptés à nous et puis leur montrer aussi que le sport peut avoir un énorme intérêt dans leur mobilité, dans le lien social et puis aussi dans leur construction psychique aussi. Donc on essaie de travailler là-dessus, d'échanger. L'idée c'est de générer aussi des envies auprès des personnes et puis de passer un moment aussi convivial et agréable. Donc moi c'est vraiment un plaisir de venir dans les établissements aujourd'hui. Merci Mickaël et vous restez avec nous pour l'invité du 7-8 mais juste avant on va jeter un petit coup d'œil aux prévisions météo de demain.
De la grisaille au menu de votre journée de mardi. Dans les Yvelines, le matin, il fera 8 degrés dans les secteurs de Versailles et Houdan, 9 degrés à Mantes-la-Jolie et 7 degrés à Rambouillet. L'après-midi, pas de grands changements, le soleil ne sera toujours pas en vue. Côté température, il fera entre 10 et 11 degrés dans le département. Et ce mardi 12 mars, nous fêterons les Justines. Tout de suite, l'invité du 7-8. Et notre invité ce soir, Jean-Pierre Strugo, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes originaire de Chatou et vous avez participé du 5 au 19 janvier dernier à la 46e édition du Rallye Dakar en Arabie Saoudite. C'était tout simplement votre 32e participation à 77 ans et vous étiez d'ailleurs le doyen de la course. Est-ce que être le doyen d'une course mythique, c'est un motif de fierté pour vous ? Bon, quelque part, oui, surtout j'ai cette chance, donc je l'apprécie. Est-ce que c'est plus dur de le faire à 77 ans plutôt qu'à 45 ans quand vous avez débuté, ou finalement l'expérience acquise rend les choses plus faciles quand on fait le Dakar ? L'expérience, c'est quelque chose d'important, effectivement, mais enfin de là à dire que c'est plus facile, non. Je m'adapte et l'expérience fait que au niveau des étapes, au niveau de la voiture, au niveau de la gestion de la course et par exemple du sommeil, c'est sûr que l'expérience est un élément important. Alors sur ce 46e Dakar, vous concouriez dans un buggy 2 roues motrices pour la team MD Rally Sport avec Christophe Crespo comme copilote. Vous avez été contraint, il me semble, d'abandonner, c'est ça, avant la fin du Dakar ? Ah non, justement. Alors j'ai la mauvaise information. C'est notre fierté, c'était notre objectif. Cette année, on a eu beaucoup de problèmes mécaniques, ce qui prouve que le rallye Dakar n'est pas un long fleuve tranquille comme on pouvait l'imaginer. Et donc cette année, malgré tous les problèmes qu'on a eus, on a réussi à rejoindre l'arrivée. Parce que vous avez conclu, il me semble, c'est 25 du coup Dakar sur les 32 participations, c'est ça ? Oui, je vois que vous êtes bien renseigné. Là je suis bien renseigné, là j'avais le bon chiffre. Voilà. Oui, effectivement. Non, effectivement, en fait, avec un gros problème qu'on a eu d'électronique, on n'a pas pu prendre le départ dès la 3e étape. Ce qui fait que maintenant le règlement autorise, quand on ne prend pas le départ d'une étape, avec de grosses pénalités, de reprendre le départ le lendemain. Donc à partir de là, l'objectif n'était plus le classement, mais c'était d'amener la voiture à l'arrivée, ce qu'on a réussi à faire. Alors sur le classement voiture, vous êtes terminé à la 49e place. On précise que vous visiez un top 30 à la base. Voilà, Est-ce qu'il y a une déception tout de même de ne pas terminer dans cet objectif du top 30 ? Écoutez, comme je suis philosophe, on change les objectifs en cours de route. Effectivement, quand tout va bien, quand tous les astres sont alignés, ça avait été le cas l'année dernière, on peut viser la 30e place après les professionnels. Et donc l'année dernière d'ailleurs on avait terminé 26e, ce qui était assez exceptionnel, et donc cette année on était parti à peu près pour le même objectif, et en cours de route avec ce problème donc de grosses pénalités, après l'objectif c'était devenu vraiment d'amener la voiture à l'arrivée. Mickaël ? Est-ce que vous avez quand même pris du plaisir malgré toutes ces galères pendant ce rallye ? Le plaisir, ça a été de remplir ce nouvel objectif, mais je dois vous avouer qu'en plus, on a eu d'autres problèmes par la suite qui fait que non, ça n'a pas été une année plaisir. Mais le Dakar, c'est pas fait non plus pour se faire forcément plaisir. Quand tout va bien, c'est un plaisir. Maintenant, pas toujours. Pas toujours, voilà. Et c'est une des éditions où vous avez eu le plus de problèmes du coup techniques ? On a eu une série effectivement de problèmes. D'abord, c'est ce problème d'électronique qui nous a empêché de prendre le départ. Et après, par la suite, un gros problème de moteur. Je vois quelques images qui me rappellent quand même de bons souvenirs. On a eu un gros problème de moteur et donc on a consommé beaucoup d'huile sur la deuxième partie. Et l'avant-dernière étape, on a consommé 14 litres d'huile. Et donc, bien sûr, on part pas... Normalement, on part avec 2 litres. Là, comme on savait qu'on allait consommer, on avait 5 litres. Mais en cours d'étape, il a fallu qu'on trouve des copains pour nous prêter. Là, l'expérience peut jouer. Et voilà. Bon, au final, vous avez réussi à le conclure et c'est bien là l'essentiel. Alors, votre première participation, elle remonte à 1985. Avant cela, alors j'ai vu dans différents reportages qui vous étiez consacrés que le Paris-Dakar, vous le voyez s'élancer depuis vos bureaux, parce que le Paris-Dakar à l'époque s'élance de la place de la Concorde. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'aventure, à vous lancer dedans ? J'avais toujours eu envie de faire de la compétition automobile. J'avais fait quand j'étais en fin d'études et avant de commencer à travailler quelques rallyes régionaux, et donc j'avais envie et je voyais le Dakar à la télévision, donc c'était une épreuve qui m'avait tenté. Et comme effectivement
effectivement, il venait me narguer sous mes bureaux, sans aucune expérience de l'Afrique et de ce genre de compétition. J'ai décidé en 85 de me lancer. Et d'ailleurs, il m'a fallu 4 Dakar de suite pour relier l'arrivée. Oui. Et voilà. Donc. Et qu'est-ce qui vous motive à repartir chaque année, du coup ? C'est le dépassement. Je pense que pour moi, le Dakar, je résumerai en 3 mots. Le dépassement, le partage et la compétition. Donc, c'est ce qui me motive. En 32 participations, votre meilleur classement général, c'était en 1997. Vous avez terminé 7e à bord d'une voiture de série. C'était une Mitsubishi aux côtés de Bruno Cattarelli. Vous comptez d'ailleurs une victoire d'étape sur cette édition du Dakar. Et vous avez été vainqueur aussi, on précise, du Dakar dans votre catégorie à plusieurs reprises. C'est quoi votre meilleur souvenir sur le Dakar ? Je peux vous en citer 2. Allez, on vous l'accorde. Alors déjà, effectivement, c'est cette année où on a terminé 7e, ce qui aujourd'hui serait tout à fait impossible. On a réussi un coup d'exploit pour un amateur, c'est qu'on a réussi à passer la fameuse passe de Néga, oui, dans lesquelles tous les pilotes d'usine, les professionnels, s'étaient fourvoyés dans une impasse, dans un cul-de-sac, et nous, on a réussi... Je dirais presque un peu par hasard à trouver un bon passage parce qu'avec notre voiture, voilà. Donc dans cette étape, on a terminé 3e de l'étape pour un pur amateur. C'était assez exceptionnel. Mon deuxième bon souvenir, c'est effectivement l'étape qu'on a gagnée quelques années après. Et là, il se trouve que par hasard, ma femme était à l'arrivée. Je savais qu'elle devait venir me rejoindre sur le rallye. Et par hasard, c'était à cette étape et c'est elle qui m'a annoncé qu'on avait gagné l'étape. Alors vous avez connu les Dakar sur tous les continents, Dakar en Afrique, en Amérique du Sud, maintenant en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il y a une préférence de votre part ou finalement une grande diversité dans les parcours que vous avez pu faire ? Oui, non, on ne peut pas parler de préférence. Chaque continent avait ses avantages. L'Afrique, c'était vraiment l'aventure, le débrouillardise, le patron. On peut vous aider, patron. Voilà. L'Amérique du Sud, c'était la cordillère des Andes, des paysages incroyables. Et l'Arabie Saoudite, c'est très diversifié dans un pays qui est quand même relativement petit. Il y a du sable, il y a des cailloux, il y a de la montagne. Donc chaque continent a ses avantages. Et d'ailleurs, vous êtes passé au cours de votre carrière des voitures de série au buggy. C'est quoi la différence pour ceux qui ne connaissent pas très bien les sports automobiles ? La voiture de série, c'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde avec quand même un minimum de préparation. Par exemple, renforcer les amortisseurs ou avoir un gros réservoir. Et moi, j'ai fait effectivement l'essentiel de mes participations sur des voitures de série parce que j'ai trouvé que c'était plus adapté pour des amateurs. Et puis, il y a une dizaine d'années, quand j'ai arrêté définitivement pour la première fois, au bout de 2 ans, ça me manquait trop. Oui. Donc, j'ai des copains qui m'ont dit « Allez, viens avec nous, tu verras, avec un buggy d'euromotrice, c'est très ludique, c'est très sympa. » Et ils ont eu raison. Alors, la question qu'on vous pose, j'imagine, à la fin de chaque édition, c'est est-ce que c'était votre dernier Dakar ? Est-ce que là, l'édition 2024, c'était votre dernier Dakar ? Ah bah oui, c'était mon dernier. Il y a 10 ans, c'était mon dernier. Comme il y a 3 ans, c'était mon dernier. Et cette année, c'est mon dernier. Bon, puis après, on verra. Il faut dire que la préparation, c'est une course d'obstacles. Il y a pas mal d'obstacles à franchir avant de se retrouver sur la ligne de départ. Et on verra. C'était mon dernier de l'année dernière. Maintenant, on verra. On verra dans les prochains mois. Voilà. Peut-être qu'il y aura d'autres éditions. Il nous reste une petite minute pour une question, Mickaël, si vous voulez. Alors, j'avais pas prévu forcément des questions supplémentaires, mais je pense qu'on a tout abordé pour le coup. Mais on connaît Jean-Pierre Garcin aussi, qui est yvelinois, qui a arrêté récemment. Oui. Lui, il a arrêté, il a à peu près une 60aine d'années à peu près. Et vous, qu'est-ce qui fait que, encore physiquement, vous puissiez le faire encore jusqu'à votre âge ? C'est la chance, j'ai la chance physiquement, effectivement, c'est un point important. Je fais aussi un minimum de ce qu'il faut pour pouvoir le supporter. Je fais un peu de gymnastique toutes les semaines, j'essaye d'être raisonnable dans la vie courante. Voilà. Donc, merci en tout cas Jean-Pierre Strugo. Pas d'excès, c'est très important. Merci d'être passé en plateau. On espère vous revoir peut-être l'année prochaine au départ, même si vous nous avez dit que c'était votre dernier, mais 78 ans l'année prochaine pour vous, et vous êtes plus 78, donc voilà. Je pense qu'on a trouvé l'accroche pour l'année prochaine. Et une des raisons qui me donne envie de revenir, c'est pour revenir sur votre plateau et pour avoir la chance de partager avec vous. On aura le plaisir de vous accueillir à nouveau. Merci en tout cas d'être venu ce soir, Jean-Pierre Strugo. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.